Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième fiche vidéo. Je remercie déjà celles et ceux qui ont consulté la première. Donc nous sommes toujours dans le cours Histoire de l'Europe centrale, BYX 501. Et voici donc la seconde fiche. Vous aurez maintenant l'habitude de voir une petite carte avant cette petite intervention. Et à la fin de la fiche, quelques cartes illustratives du cours. Donc le cours d'aujourd'hui, donc c'est la fiche vidéo du résumé du cours qui s'est tenu le lundi 24 septembre 2018 et qui porte donc sur les traités de paix. Alors, cours sur les traités de paix, voici donc les principaux éléments, hein. Euh, Vous vous souvenez, nous avons terminé le cours précédent sur la fin du premier conflit mondial, avec les chiffres absolument effrayants, l'hécatombe que cela représente. Et ce qu'il faut principalement retenir, bien sûr, c'est la disparition des empires centraux, disparition de l'Empire ottoman, réduction considérable de la taille de l'Empire allemand, et disparition totale, je vous l'avais indiqué la dernière fois, de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie, d'où va en être, bien sûr, avec les traités de paix qui vont les forger, et bien tout simplement les nouveaux États qui vont constituer l'Europe centrale, contemporaine. Alors, première partie de cette fiche, donc 2 années pour régler la paix du monde. La conférence de Versailles s'ouvre le 18 janvier 1919 et c'est Georges Clemenceau, le président du Conseil, depuis le 16 novembre 1917, qui a été nommé président de la conférence de la paix. Conférence de la paix, donc, qui va comporter les grands vainqueurs suivants, un peu comme vous avez après la Seconde Guerre mondiale, on a Yalta, Potsdam, là c'est un peu la même chose à l'époque. Donc le président du Conseil, Georges Clemenceau pour la France, Victor Emmanuel Orlando pour l'Italie, Woodrow Wilson pour les États-Unis et David Lloyd George pour la Grande-Bretagne. Donc, tous ces personnages vont se réunir à Versailles avec les délégations internationales. Pourquoi est-ce qu'on a installé tout ça à Versailles? Tout simplement pour plus de commodité, pour loger les différentes délégations, à la fois des pays vainqueurs et des pays vaincus, et puis aussi, il faut bien le dire, pour mieux pouvoir les surveiller. Alors, les traités eux-mêmes, deuxième partie en fait, eh bien, on commence évidemment par une petite définition, je le rappelle dans cette fiche. Qu'est-ce qu'un traité? Donc, c'est une convention conclue entre des chefs d'État, c'est un texte juridique qui règle des litiges entre deux États ou plusieurs groupes d'États. Donc c'est une convention conclue entre des chefs d'État, c'est un texte juridique qui règle les litiges entre deux États ou plusieurs groupes d'États. Une des spécificités de ces fameux traités, c'est justement que les États-Unis, et je vous l'avais expliqué, puisqu'ils sont entrés en guerre en 1917, ils ont permis au conflit de basculer, si je puis dire, dans le bon sens, c'est-à-dire de permettre tout simplement, notamment avec un apport financier considérable, de permettre donc aux Alliés, effectivement, de l'emporter. Ça, plus la fameuse percée sur le front d'Orient dont j'avais déjà parlé. Tout ça va permettre effectivement la victoire, mais les États-Unis donc arrivent avec des revendications. Ces revendications sont publiées au moment où Wilson arrive en 1919, en personne. C'est une comment dire, une première pour l'époque. Wilson vient en personne participer au débat. C'est une des premières fois, peut-être même la première fois qu'un président des États-Unis vient en Europe. Et donc les États-Unis ont quand même quelques exigences sur la réorganisation du monde. Et ces exigences sont publiées dans un petit ouvrage qu'on appelle les 14 points du président Wilson. Alors on ne va pas retenir ici les 14 points. Par contre, ce qu'il faut bien noter, ce sont les deux aspects importants suivants. Le premier, ce qui exige les États-Unis, c'est l'autodétermination des peuples.
c'est-à-dire tout simplement le droit à l'indépendance, hein, des peuples qui composent, qui composaient les empires vaincus. Donc bien sûr, ce principe, hein, on l'aura compris, hein, eh bien, marque la condamnation à la désintégration de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein. Donc c'est le point numéro 10, hein, le développement autonome doit être accordé au peuple d'Autriche-Hongrie. Donc c'en est fait de l'existence de la double monarchie, hein. On l'avait déjà bien compris la semaine dernière. Deuxième aspect extrêmement important, c'est l'organisation, bien sûr, d'une structure internationale pour éviter que ce genre de conflit recommence, hein. Après 1945, vous le savez, on aura l'ONU, hein. Là, c'est une première création, quelque chose qui avait déjà été imaginé par certains philosophes du 19e siècle, par exemple, hein. C'est-à-dire donc une société des nations qui est créée, fondée dès avril 1919, dont le siège sera à Genève. La Société des Nations, évidemment, on le verra plus tard, n'aura pas le moyen coercitif militaire pour organiser des sanctions, mais on fait confiance au peuple issu désormais de cet épouvantable conflit qu'on espère ne plus jamais revoir, pour évidemment bien pouvoir, s'organiser dans le futur. Donc l'autodétermination des peuples et la création d'une structure internationale, la Société des Nations. Et puis, nous entrons, tout simplement dans la question des fameux traités que je vais vous faire suivre, hein, les uns après les autres. Traité de Versailles, Trianon, Saint-Germain, hein, et puis traité de Neuilly et de Sèvres, hein. Donc nous sommes toujours, évidemment, dans la deuxième partie sur les traités de paix. Alors d'abord, le traité de Versailles, hein, c'est le premier, signé avec l'Allemagne le 28 juin 1919. Il est signé par le comte Brockdorff-Rantzau, qui est le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar. L'Empire allemand disparaît, hein, comme tous les autres, hein, sauf que l'Autriche-Hongrie, on a deux États successeurs, République d'Autriche et puis futur Royaume de Hongrie, sans roi d'ailleurs, hein, mais ce sont bien les États successeurs vaincus qui signent, hein. Il ne faut pas penser que ni l'Empire allemand, Guillaume II, a pris la fuite, hein, et ni en Autriche-Hongrie, hein, celui qui succédera à François-Joseph, c'est l'empereur Charles, lui aussi, est parti, hein, en exil, et ce sont bien les États successeurs, l'Autriche, hein, et la Hongrie, qui vont signer les traités. En Allemagne, c'est pareil, donc signé le 28 juin 1919, une armée réduite à 100 000 hommes, perte de ses colonies, hein, la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire la Rhénanie, hein, est démilitarisée, ça c'est très important pour la France, afin de faire une zone tampon, afin d'éviter que le conflit reprenne. Puis il y a le fameux article 231. Ce fameux article 231, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui juge l'Allemagne comme principal responsable de la guerre et exige des fameuses réparations de guerre qui ne sont pas fixées tout de suite, mais qui le seront plus tard, jusqu'à pratiquement plus de 500 milliards de francs or, hein. Donc des réparations tout à fait considérables que l'Allemagne, bien sûr, ne pourra pas payer. Ça sera un des enjeux, une des trames d'ailleurs, de la période de l'entre-deux-guerres. Second traité qui nous vient ensuite, c'est celui qui concerne l'Autriche. 10 septembre 1919, traité de Saint-Germain-en-Laye, donc signé à Saint-Germain, hein, dans le château de Saint-Germain, c'est-à-dire ce château, comme vous le savez, pour ceux qui passent par là, qui est encore à l'heure actuelle le musée consacré donc aux premiers hommes, hein, à la préhistoire, et c'est dans la salle de l'âge de pierre d'ailleurs que tout simplement les plénipotentiaires hongrois, autrichiens vont signer, hein, le traité. Évidemment, la presse goguenarde de l'époque dira bah oui, ce traité va renvoyer à l'âge de pierre l'Autriche. Alors c'est signé par Karl Renner, qui est président du gouvernement provisoire de la République d'Autriche, et qui, bien sûr, signe pour l'Autriche. L'armée est réduite à 30 000 hommes. L'Autriche, codicile important de ce traité, est absolument interdite d'unification.
avec l'Allemagne, c'est-à-dire interdiction d'Anschluss. Cette histoire d'Anschluss ne date pas des années 30, n'est pas du tout une invention de Hitler. Hein. Évidemment, on a très peur, hein, avec le démembrement de l'Empire. Première conséquence, que ce tout petit pays qui est désormais devenu l'Autriche, hein, n'est qu'une seule envie, c'est de fusionner avec l'Allemagne, qui reste relativement importante à côté, hein, et que tous les Allemands se regroupent ensemble. Donc, on interdit, hein, tout simplement, cette fusion, c'est-à-dire cette possibilité, hein, si vous voulez, dans le Schluss entre l'Allemagne, hein, et l'Autriche. Interdiction, bien sûr, aussi de restauration de la monarchie, hein, interdiction de toute forme de restauration, quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'Autriche devient un État à peine plus grand que la Suisse, hein, évidemment, cela va poser d'énormes problèmes de stabilité. Toujours cette année 1919, décidément, la fin de l'année 1919 est fructueuse en matière de traités. C'est le traité de Neuilly, cette fois-ci signé dans le château de Neuilly-sur-Seine. Et je précise bien qu'il s'agit de Neuilly-sur-Seine, car d'autres Neuilly existent dans la banlieue parisienne. Le 27 novembre 1919. Il est signé par Alexandre Stambolivski, hein, le président du Conseil du Royaume de Bulgarie, la Bulgarie devenant une monarchie parlementaire, hein, après avoir évidemment été entraînée dans la défaite, hein, des puissances centrales. Alors c'est le seul pays où les réparations de guerre sont fixées, 2,250 milliards de francs or. Hein. Elle perd des territoires au profit de la Grèce, hein, notamment dans le sud, hein, et puis des territoires également au profit de ses voisins vainqueurs, hein, la Roumanie, la Macédoine, et également la future Yougoslavie, hein, où elle va perdre des terrains, des territoires au détriment de la Macédoine. Hein. Voilà, et donc ça c'est important, y compris aussi pour les Grecs. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est du traité de Neuilly. Puis donc vient le traité de Trianon. Hein. Traité de Trianon, signé le 4 juin 1920. Hein, qui va être signé par les représentants qui succèdent à la partie hongroise de l'Empire. Et puis, pourquoi on peut se demander comment se fait-il quand même que ce traité de Trianon soit signé si tard. Hein. Il est tout simplement signé si tard, ce traité, hein, parce qu'entre-temps, en mars 1919, hein, eh bien, il y a une tentative de révolution bolchevique en Hongrie, à Budapest, qui est à deux doigts de réussir. Hein. Ces révolutions ont été écrasées, rappelons-le, ces tentatives de révolution ont été écrasées à Berlin, ont été écrasées à Vienne, ont été écrasés à Munich aussi, un peu partout, hein, dans les États successeurs des empires. Hein. Mais là, malheureusement, ça réussit, plus ou moins, et un personnage du nom de Bell Lakoun va installer une république des conseils pendant quelques mois, hein, au printemps de l'année 1919. Les Alliés vont devoir réaffecter une partie de l'armée d'Orient, hein, qui était dans les Balkans, qui va donc s'unir avec une partie de l'armée roumaine, hein, et les éléments anti-révolutionnaires, anticommunistes hongrois, pour converger vers Budapest, hein, et écraser cette révolution. Pour cette raison, hein, bien sûr, c'est pour ça, hein, que le traité de Trianon est signé si tard, et c'est un traité pourtant considérable, car c'est la Hongrie qui va perdre le plus de territoire, hein, au profit de la création de ces États voisins ou de leur agrandissement. Le vainqueur, hein, qui va tenir la Hongrie pendant toute l'entre-deux-guerres, hein, qui est un leader anticommuniste, un ancien amiral, hein, de la flotte impériale. Je vous rappelle que l'Empire d'Autriche-Hongrie avait toute une flotte, hein, située sur les côtes de la Croatie, hein, qui faisait partie de l'Empire. Cet homme s'appellera l'amiral Horthy, qui sera régent de Hongrie, profondément anticommuniste et qui finira par se rapprocher de Hitler. Hein. À la fin de la période des années 30, on y reviendra. Alors le cas de la Hongrie est très simple, son armée est réduite à 35 000 hommes, mais surtout, elle a subi des réductions territoriales absolument considérables qui vont d'ailleurs conditionner, hein, un certain nombre de problèmes, hein, pendant l'entre-deux-guerres. En effet, sa population va passer, tenez-vous bien, de 18 millions d'habitants, hein, c'était ce qu'elle était en 1914, à 7 millions. La Hongrie perd plus de 10 millions d'habitants. Et pour quelle raison? Parce que tout simplement son territoire, que vous voyez encore derrière moi sur cette carte de la Hongrie royale, hein, va tout simplement être réduit, hein, lui aussi, et passer de 283 000 km² à 93 000 seulement.
hein. Pour quelles raisons? Bah, principalement parce qu'une bonne partie des territoires situés à l'est de la Hongrie, qu'on appelle la Transylvanie, seront attribués à la Roumanie, hein, mais elle perdra aussi des territoires au nord au profit de la Pologne et au sud au profit de la Yougoslavie. La Hongrie est donc vraiment particulièrement punie, hein, par les traités de paix, hein. Elle aussi sera condamnée à des réparations, mais sachez aussi que dans le cas des réparations de guerre, que ce soit la Hongrie, la Bulgarie ou l'Autriche, très rapidement, on va, ayant peur, hein, de révolution communiste, hein, on va donc eh bien, rapidement les aider plutôt à se reconstruire. Car ce qui va terroriser, et on le verra plus tard, toute l'Europe centrale et tout le système interallié, hein, contrôlant l'Europe centrale pendant l'entre-deux-guerres et surtout dans les années 20, bah, c'est justement que cette révolution bolchevique qui a commencé en 1917 à Moscou, hein, qui commence à s'affermir, on va arriver au début des années 20, l'URSS va bientôt devenir, enfin la Russie va bientôt devenir l'URSS, hein, Lénine va s'effacer, leader historique, hein, vous le savez bien, au profit de Staline, hein, et un état absolument terrible va s'installer, et on a très peur de ça, évidemment, d'une contagion absolument partout, puisque la théorie, hein, de cet état, c'est tout simplement de construire un état communiste, hein, international, hein, et une révolution mondiale. Dernier des traités que l'on traitera ici, c'est le cas de le dire, ce sera le traité de Sèvres qui va concerner la Turquie, signé le 10 août 1920, celui-là. La Turquie donc va être évidemment réduite, ça va correspondre à peu près à la taille, hein, de l'Asie mineure actuelle, hein, donc de la Turquie moderne que nous connaissons, hein. Et évidemment, tout l'Empire ottoman sera démembré. Bon, on est hors zone ici pour nous, mais sachez que le démembrement de l'Empire ottoman va donner naissance évidemment à tout un tas d'États de l'Afrique du Nord, et puis surtout, hein, surtout au redécoupage de tout le Proche-Orient, si instable, hein. Eh bien, s'il y a eu cette grande instabilité du Proche-Orient encore aujourd'hui, c'est encore, bien sûr, à cause, hein, de la question du démembrement de l'Empire ottoman. Nous arrivons à présent dans la dernière partie, hein, sur évidemment une nouvelle Europe. Alors ce commentaire de la carte de l'Europe en 1920, on l'a déjà vu la semaine dernière, ce sont tous ces nouveaux États, hein, qui ont été soit créés, soit recréés, soit agrandis, hein, ou alors tout simplement créés, hein, qui avaient complètement, où il n'y avait évidemment aucune existence avant, hein. Je pense à l'État des Slaves du Sud, la Yougoslavie, et bien sûr à l'État des Slaves du Nord, entre guillemets, qui est la Tchécoslovaquie, composée, comme vous le savez, de la Bohème Moravie, hein, d'une part, qui était un vieux territoire, une vieille province du Saint-Empire romain germanique, et au sud de la Slovaquie, hein, qui était en fait le nord de la Hongrie actuelle. Alors, les principaux problèmes nés des traités, hein, bien sûr, bah, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être évidemment que la désintégration de la Hongrie va entraîner, hein, des problèmes de minorité, parce que tous ces millions de Hongrois en dehors du territoire vont complètement déstabiliser la plupart des pays voisins. Corollaire numéro 2 de ces principaux problèmes, bah, c'est bien sûr le révisionnisme, c'est-à-dire le révisionnisme anti-traité de paix, et tous ces États qui, en attendant 1933 Hitler, vont, comment dire, eh bien, contester les traités de paix, contestation en Autriche, contestation en Hongrie, contestation bien sûr aussi en Bulgarie, hein. Également, autre aspect important, et troisième d'ailleurs, hein, ça va être la question donc tout simplement des réparations de guerre, hein, qui vont déstabiliser l'Allemagne, hein, on le verra dans les semaines qui viennent, déstabiliser l'Allemagne et donc déstabiliser bien sûr l'ensemble de ses voisins, auxquels on ajoute, et ça ce sera partout dans l'Europe centrale, c'est que le problème des nationalités, hein, que l'on avait vu, hein, ensemble la semaine dernière, 1848, etc., ce problème des nationalités, hein, bien sûr, et bien cette fois-ci va devenir un problème de minorité, hein, qui vont complètement, progressivement déstabiliser toute l'Europe centrale. Donc, voici à peu près ce que l'on peut retenir, hein, des principaux points
de ce second cours d'histoire de l'Europe centrale sur les traités de paix. Je vous invite, comme on dit, donc, et je fais le petit geste, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne aussi, si toutefois cela vous intéresse. Vous y êtes évidemment tout à fait invité de manière sympathique. Quelques images et cartes vont suivre, hein, et je vous rappelle que ces fiches vidéo ne remplacent pas nécessairement la fiche papier, bien sûr, en vue de la révision pour le partiel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.